Bonjour, la vidéo que je vais vous présenter aujourd'hui est une vidéo sur la trigonométrie. Alors aujourd'hui on fait le cours. Alors, première étape, le repérage sur le cercle trigonométrique. Donc la définition du cercle trigonométrique, c'est un cercle de centre O, de rayon 1, muni d'un sens de parcours. Donc quand on tourne autour du point O, on peut tourner dans ce sens-là qu'on va appeler le sens trigonométrique, ou on peut tourner dans ce sens-là qu'on appelle le sens horaire, qu'on appellera aussi le sens indirect. Donc dans ce sens-là, on aura des valeurs négatives. Donc dans le sens trigonométrique, sens direct, on aura des valeurs positives. Et les mesures qui se trouvent ici correspondent aux longueurs qui se trouvent ici, c'est-à-dire les longueurs de l'arc de cercle que l'on parcourt quand on part du point A et qu'on rejoint un point particulier. Donc si on fait un tour complet d'un cercle de rayon 1, c'est son périmètre, donc 2π fois le rayon, c'est-à-dire 2π. Si on fait un demi-tour, on arrive ici, donc on a fait la moitié de 2π, donc la mesure ce sera π, si on est dans le sens positif. Si on est dans le sens négatif, on tourne par ici, la mesure sera égale à moins π. Bon, on va essayer d'en voir d'autres tout de suite après. Donc là, le sens trigonométrique, c'est bien le sens anti-horaire. Donc, on dira, une fois qu'on a choisi ce sens de rotation, que le plan est orienté. Il a une orientation. Et donc, du coup, généralement, on notera ça avec une flèche et un signe plus pour dire que c'est dans ce sens-là que les valeurs sont positives. Alors, maintenant, comment placer des points sur le cercle? Il y a des points, en fait, je viens de vous le dire, qui sont évidents. Donc on commence par orienter notre sens d'orientation. Et ensuite, on va essayer de regarder comment placer des points. Donc 2π. On part d'ici, on tourne dans le sens positif. 2π correspond à un tour complet du cercle, donc le point M0 est ici. Ensuite, le point M1, image de π. Donc π, on tourne toujours dans le sens positif, on a fait la moitié de 2π, c'est-à-dire un demi-tour, donc nous sommes ici. Parfait. Ensuite, M2, l'image de π sur 2. Alors vous voyez ici, en fait, à chaque fois, les mesures en radians sont des mesures qui dépendent de π, systématiquement. Donc ce sera π sur 2, π sur 3, π sur 5, 3π sur 4, 4π sur 5, 4π sur 6, 7π sur 6, etc. Donc nous aurons en fait toujours la valeur π qui interviendra. Alors, l'image de π sur 2. Donc π étant ici, c'est l'angle pour faire le demi-tour complet. Donc π sur 2 c'est sa moitié. Donc la moitié de l'angle, c'est la bisectrice, est ici. Donc π sur 2 dans le sens positif est ici. Donc le point M2 sera là. Ensuite, M3, l'image de π sur 3. Alors si π c'est cet angle-là, π sur 3 c'est comme si on le coupait en 3 parts égales. Donc 3 parts de même mesure. Donc π sur 3 va se trouver, donc on va couper ici et on va couper ici. Donc π sur 3 se trouve ici. Alors, par la suite, en fait, vous allez avoir d'autres techniques pour pouvoir mesurer précisément et placer précisément l'angle qui correspond à π sur 3 sur le cercle trigonométrique. En fait, il s'agira de construire la droite qui va être la médiatrice du segment O et ce point-là. Donc il passe par 0,5. Et en fait, le point M3 aura pour abscisse 0,5. Un autre, π sur 4. Bien, même principe que tout à l'heure, on coupe ici en 4 parts égales, ou l'angle π sur 2 en 2 parts égales, c'est-à-dire qu'on cherche sa bisectrice, donc on est ici. Le point M4 va être là. Image de π sur 4. Ensuite, le point M5, image de moins π sur 4. Alors, cette fois, on tourne dans le sens négatif. Donc, on part de ce point et on tourne dans ce sens-là. Même principe que tout à l'heure, on coupe cet angle moins π sur 2 en 2, donc du coup on se trouve ici. Donc le point M5, image de moins π sur 4, va se trouver ici. Et vous voyez que le point M4 et le point M5 sont exactement symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Donc on aura toujours cette notion-là. Si on cherchait
le point image de moins pi sur 3, ben on prendrait le symétrique de M3. Donc on serait ici. Ça, c'est moins pi sur 3. Et un petit dernier, M6, l'image de pi sur 6. Alors pi sur 6, ben on a M3 qui vaut pi sur 3. Donc on va prendre de nouveau sa bisectrice. Donc on va se retrouver sur cette position ici, en pi sur 6. Et plus tard, comme pour l'image de pi sur 3, on aura une autre notion qui nous permettra de le placer très précisément, c'est son ordonnée. L'ordonnée du point image de pi sur 6 va avoir pour ordonnée 0,5. Donc le radian, eh bien en fait c'est la mesure de la longueur de l'arc à partir de ce point-là, intercepté par l'angle en question. Donc du coup, c'est la longueur de l'arc qu'on va avoir sur cet arc de cercle, sur le cercle trigonométrique. Et bien entendu, on n'oublie pas son signe. Donc une mesure en radian peut être positive, mais peut aussi être négative si on tourne dans l'autre sens. Moins pi sur 4 étant ici. Alors, donc cette mesure en radian peut être supérieure à 2pi. Et du coup, on peut, imaginons, prenons un exemple. Imaginons qu'on souhaite placer le point image de 7pi sur 6. Non, 7pi sur 3. 7pi sur 3. Donc on part d'ici, donc pi sur 3, 2pi sur 3, 3pi sur 3, 4pi sur 3, 5pi sur 3, 6pi sur 3, 7pi sur 3. Donc on retrouve la position du point M3. Alors la différence entre les deux, c'est qu'il y a eu un tour de plus qui a été effectué pour arriver à 7pi sur 3. Mais évidemment, ces deux mesures sont liées. Et on dira que la mesure pi sur 3 sera la mesure principale de l'angle. Et donc du coup, il va y avoir une série d'exercices qui porteront là-dessus, où on vous demandera de déterminer la mesure principale de l'angle. Donc il s'agira en fait d'enlever les tours qui finalement ne sont pas utiles, pour pouvoir avoir la position sur le cercle trigonométrique. Donc ces deux mesures d'angle seront liées par un multiple de 2pi, c'est-à-dire un nombre de tours. Une fois 2pi, ça veut dire un tour, 2 fois 2, 2pi, ça voudra dire 2 tours, etc. Donc maintenant, comment placer pi? On l'a vu tout à l'heure. Pi, donc on tourne dans le sens positif, et c'est un demi-tour, donc il est ici. Placer moins pi sur 2, on tourne dans le sens négatif, et c'est un quart de tour, donc on sera ici. Alors, pour vous aider, en fait, parfois, on se ramène à ce que vous connaissez. Vous connaissez très bien les mesures d'angle en degrés. C'est ça dont vous serviez jusqu'à maintenant. Donc, vous allez pouvoir faire le lien entre les degrés et les radians. Et le lien entre les deux, c'est simplement de la proportionnalité. Pourquoi? Parce que, on l'a dit tout à l'heure, 2pi correspond à un tour complet, et ça correspond aussi à 360 degrés. Un demi-tour, ça correspond à pi en radian, mais ça correspond aussi à 180 degrés. Donc du coup, en fait, il y a de la proportionnalité entre les deux. Donc ça signifie que pi sur 2, par exemple, c'est la moitié de 180 degrés, ça correspond à 90 degrés. Ce qu'on voit bien quand on est sur le cercle trigonométrique. Bon, alors 90 degrés, c'est pas très difficile. Pi sur 4 égale à 45 degrés, ça va aussi. Mais du coup, il y a d'autres valeurs qu'on va devoir déterminer qui parfois seront un peu plus compliquées. Donc imaginons qu'on souhaite convertir 150 degrés en radians. Et puis dans un deuxième exemple, on essaiera de convertir pi sur 5 en degrés. Donc le premier. Donc c'est la proportionnalité. On peut utiliser un tableau de proportionnalité. Dans ce tableau, on place une mesure d'angle en degrés et une mesure en radians qu'on connaît. Donc 360 degrés de pi par exemple. On peut très bien imaginer mettre 180 degrés et pi, ou 90 degrés et pi sur 2. Ça fonctionnera aussi. Et là, une fois qu'on a fait ce choix, on place la mesure d'angle qui nous intéresse, 150 degrés, et puis la case vide pour dire ce qu'on cherche. Donc,
La proportionnalité, vous le savez, pour remplir et compléter un tableau de proportionnalité, on utilise un produit en croix. Donc ici, 2pi fois 150 divisé par 360. Et donc du coup, on le simplifie aussitôt. 2pi fois 150, ça fait 300pi, divisé par 360. Donc si on simplifie la fraction, 300 divisé par 360, ça fait 5 sixièmes. Donc 5pi sur 6. Intéressons-nous maintenant à pi sur 5. Donc même principe, on reprend le tableau, sauf que cette fois ce qu'on connaît c'est la mesure en radians, et on cherche la mesure en degrés. Donc même principe, 360 fois pi sur 5 divisé par 2pi, ce qui nous donne 360 pi divisé par 10pi. On simplifie en 36. Donc ça veut dire que pi sur 5 en radians correspond à 36 degrés. Voilà, donc maintenant vous êtes capable de convertir des degrés en radians ou des radians en degrés systématiquement. Ensuite, on s'intéresse au cosinus et au sinus. Qu'est-ce que c'est que le cosinus d'un nombre réel ou le sinus d'un nombre réel? Et bien en fait, tout se passe sur le cercle trigonométrique. À partir de maintenant, c'est votre ami. C'est lui que vous allez devoir utiliser tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, le cosinus, vous voyez, il est ici. Donc si on a un point M avec un angle θ par rapport au segment OI de départ, donc l'angle θ qui se trouve ici, le cosinus de θ correspondra à la distance entre le point O et ce point-là, ce qui sera exactement l'abscisse du point M, à condition que le point M soit placé sur le cercle trigonométrique. De la même manière, le sinus correspondra à l'ordonnée du point M, placé sur le cercle trigonométrique. Maintenant, des valeurs que vous devez connaître. Systématiquement, vous allez les utiliser. Donc du coup, il faut les connaître par cœur. Donc si on se place ici, l'abscisse du point I va être égal à 1, son ordonnée va être égale à 0. Donc le cosinus de x, le cosinus de 0 vaut 1, le sinus de 0 vaut 0. Pour pi, nous sommes ici, donc son abscisse c'est moins 1, son ordonnée c'est 0. Donc le cosinus de mon pi vaut moins 1, le sinus de pi vaut 0. Allons-y pour pi sur 2. Pi sur 2 se trouve là. Donc son abscisse c'est 0, son ordonnée c'est 1. Ça veut dire que le cosinus de pi sur 2 vaut 0, le sinus de pi sur 2 vaut 1. Voici dans le tableau. Ensuite, on va s'intéresser à pi sur 3. Pi sur 3, il est là. Donc on l'a dit tout à l'heure, son abscisse, c'est 0,5. Et ensuite, pour calculer son ordonnée, je vous ferai une vidéo là-dessus. Mais en fait, il s'agit d'utiliser le théorème de Pythagore, puisqu'ici, on a un triangle rectangle. Cette mesure-là vaut 1,5. Et on cherche cette mesure-là. Sachant que l'angle qui est ici, c'est pi sur 3, ce qui correspond à 60 degrés. Et que cette longueur-là vaut 1. Alors si on utilise le théorème de Pythagore, on peut très bien le déterminer. Donc c'est l'hypoténuse, c'est un côté, et on cherche le troisième côté. Et vous pourrez trouver que ça vaut racine carrée de 3 sur 2. Mais ça, je vous le montrerai dans une autre vidéo. Ensuite, pi sur 4. Pi sur 4, c'est la moitié, c'est la bisectrice de cet angle-là. Et en fait, de la même manière, en utilisant le théorème de Pythagore, on peut montrer que l'abscisse et l'ordonnée valent tous les deux racine carrée de 2 sur 2. Donc voici dans le tableau. Et pour pi sur 6, qui est placé ici, donc son ordonnée c'est 1,5 et son abscisse racine carrée de 3 sur 2. Donc ces valeurs-là, vous allez devoir les connaître par cœur, puisqu'en fait on les utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ensuite, une propriété. Plusieurs propriétés en même temps d'ailleurs. Les valeurs du cosinus sont forcément comprises entre -1 et 1, puisque vous voyez qu'en fait, quand on tourne sur le cercle trigonométrique, le cosinus, la valeur la plus grande qu'il puisse avoir, c'est 1, la valeur la plus petite qu'il puisse avoir, c'est -1. De la même manière, pour le sinus, les ordonnées varient entre -1 et 1, donc on ne peut pas dépasser ces valeurs.
Et la dernière formule qui est là, cosinus x au carré plus sinus x au carré égale à 1, ben c'est exactement le théorème de Pythagore écrit dans le triangle qui se trouve ici. Donc le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Alors maintenant, on va utiliser de la symétrie. Alors, par exemple, si on a un angle moins x, comment déterminer le sinus et le cosinus par rapport au cosinus de x et au sinus de x? Ben là, on voit que les cosinus sont égales. Donc le cosinus de moins x est égal au cosinus de x. Et de la même manière pour les sinus, le sinus de moins x, c'est l'opposé du sinus de x. Donc du coup, on a cette formule-là qui apparaît. Deuxième chose à connaître sur les symétries. On a un angle pi moins x. Donc pi, il est là, moins x, on arrive ici. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les cosinus? Le cosinus de pi moins x, ben c'est l'opposé du cosinus de x. Hein? Et ensuite pour les sinus, ben le sinus de pi moins x est égal au sinus de x. Deuxième formule à connaître qui utilise la symétrie. Et la troisième, on change de format. Donc là, on rajoute pi. Donc si on rajoute pi, l'angle pour arriver jusqu'ici, c'est pi plus x. Donc le cosinus de pi plus x, c'est l'opposé de cosinus x. Et le sinus de pi plus x, c'est l'opposé du sinus de x. Donc les formules, cosinus de pi plus x est égal à moins cosinus de x. Et le sinus de pi plus x est égal à moins sinus de x. Il en existe au moins deux autres, mais on les laissera de côté pour l'instant. Alors pour terminer, donc on étudie les fonctions cosinus et sinus. Donc il y a deux propriétés intéressantes qui nous permettent de simplifier notre étude. D'abord la périodicité. Donc la définition d'une fonction périodique, c'est une fonction qui se répète, c'est-à-dire qu'il existe un nombre qu'on appelle la période, qui est le temps entre deux répétitions du même signal. Donc imaginons qu'on ait cette courbe-là. Donc on voit que les segments rouges réapparaissent régulièrement, suivis du segment jaune, puis du segment bleu. Donc rouge, jaune, bleu, rouge, jaune, bleu, etc. Donc là, en fait, la fonction qui vous est présentée est périodique. Et quelle est sa période? C'est le temps nécessaire pour passer du début, par exemple, du bleu au début du bleu suivant. Donc ici, la période, c'est cette distance ou ce temps pour passer ici de 0 à 2, qui est le même pour passer ici de ce point-là à ce point-là. Hein. Pour passer de 1 à 3, on a bien une distance de 2. Pour passer de celui-ci à ici, entre 1,5 et 3,5, c'est toujours une distance de 2. Donc ici, la période sera égale à 2. Deuxième exemple. Cette courbe-là, qui est une courbe qu'on appelle sinusoïdale. Ah, vous avez entendu, sinusoïdale. Sinusoïdale, ça veut bien dire que c'est presque du sinus. Ça ressemble. Et donc là, elle est périodique, et sa période, c'est le temps qui s'écoule entre deux sommets, entre deux sommets en haut, ou entre deux sommets en bas. Donc là, la courbe n'est pas suffisamment, l'axe n'est pas suffisamment précis pour savoir quelle est la période précise, mais c'est un peu plus de 10, on peut dire 12 approximativement. Alors, du coup, nous, ce qu'on sait, c'est que les fonctions cosinus et les fonctions sinus sont périodiques et de période 2π. Pourquoi 2π? En fait, j'allais dire le temps. Oui, c'est le temps nécessaire pour faire un tour complet du cercle trigonométrique. Donc, on retrouve les mêmes valeurs de cosinus et les mêmes valeurs de sinus quand on fait un tour complet autour du cercle trigonométrique. Et donc, l'explication par le calcul, c'est celle-ci. Et donc du coup, ça nous donne deux formules supplémentaires que vous pouvez utiliser. Deuxième notion, la parité. Alors qu'est-ce que c'est que ça? On dit qu'une fonction va être paire si pour tout x appartenant à un domaine de définition D qui doit être, lui, symétrique par rapport à 0, l'image de moins x est égale à l'image de x. Concrètement, sur une figure, ça donne ça. Donc, on a un intervalle symétrique par rapport à 0, donc un domaine de définition,
Et l'image de x va être égale à l'image de moins x. Donc du coup, on doit être exactement au même niveau. Et ça doit être vrai pour tous les x de l'ensemble de définition. Donc ça, c'est une fonction paire. Une fonction impaire, c'est si l'image de moins x est l'opposé de l'image de x. Comme ceci. L'image de x est ici, l'image de moins x est ici, et on est opposé, c'est-à-dire à la même distance de haut de part et d'autre. On aurait pu dire aussi qu'on est symétrique par rapport au point O. D'ailleurs, la parité, ça veut dire symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Voilà. Là, on était symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Ici, être impair, ça veut dire symétrique par rapport au point O, origine du repère. Alors, du coup, les fonctions cosinus et sinus. Ben, la fonction cosinus, on sait que cosinus de moins x est égal au cosinus de x. Donc, la fonction cosinus est paire. Ça veut dire qu'elle sera symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Sinus de moins x est égal à moins sinus de x. Donc la fonction sinus est impaire. Donc symétrique par rapport au point O. Donc voilà à quoi elle ressemble. Donc en 0, cosinus de 0, ça vaut 1. Puis on diminue jusqu'à cosinus de pi sur 2 qui vaut 0. Ensuite on continue de diminuer jusqu'à cosinus de pi qui vaut moins 1, et puis ensuite les valeurs de cosinus remontent. Et ensuite, comme elle est paire, donc symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, donc tout ce qu'on a ici, ben on peut le reproduire de l'autre côté par simple symétrie. Et ensuite, ben, la périodicité fait que à partir de 2π, eh bien en fait on va pouvoir reproduire par symétrie. Même chose pour sinus, sauf que cette fois on est impair, c'est-à-dire symétrique par rapport au point O. Donc sinus de 0, ça vaut 0. Sinus de pi sur 2, ça vaut 1. Sinus de pi vaut 0. Sinus de 3π sur 2 vaut moins 1, etc. Donc du coup, les fonctions cosinus et les fonctions sinus du coup se ressemblent un petit peu, elles ont une forme sinusoïdale assez caractéristique, mais qu'on utilisera et que vous utiliserez beaucoup en physique principalement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo.